L'Urartu était un ancien royaume du Proche-Orient qui a existé pendant environ 300 ans, du 9e au 6e siècle avant notre ère. Au cours des 2 millénaires suivants, son histoire s'est peu à peu estompée dans l'oubli et a glissé dans le domaine de la légende. Ce n'est qu'au cours du 19e siècle de notre ère, grâce aux efforts de la recherche archéologique, que l'intérêt pour l'Urartu connut un nouvel essor. Bien que des légendes entourent encore les règnes de ces rois, il ne fait désormais aucun doute qu'ils ont réellement existé. La redécouverte de l'Urartu dans la recherche historique a commencé lorsque des chercheurs européens se sont penchés sur les écrits de l'historien arménien ancien Movses Khorenatsi. Il écrivit, entre autres, que la reine assyrienne Sémiramis, la même à qui l'on doit le nom des célèbres jardins suspendus, l'une des merveilles de l'Antiquité, ordonna la construction d'une ville sur le lac de Van. Aucune autre source n'a mentionné cet événement. Mais cela suffit à inciter le professeur allemand Friedrich Schulz à entreprendre une expédition en 1827 afin de rechercher des traces de la mystérieuse cité. Et il les trouva. Près de ce qui est aujourd'hui la ville moderne de Van, Schulz découvrit des inscriptions cunéiformes qu'il copia et envoya en Europe. Il s'est avéré que le cunéiforme n'était pas assyrien. Les découvertes de Schulz ont suscité de nouvelles expéditions britanniques qui ont examiné le rocher de Van et mis au jour des vestiges d'un palais royal. Au cours du XXe siècle, la recherche s'est élargie, en partie grâce aux archéologues russes puis soviétiques. Peu à peu, un réseau de cités urartéennes vit le jour, s'étendant du lac Sevan jusqu'à l'Anatolie orientale. La ville perchée au sommet du rocher de Van s'avéra être l'une des anciennes capitales de l'Urartu, Tushpa. Un nombre limité de textes cunéiformes urartiens ont été partiellement déchiffrés et, associés aux sources assyriennes, ils ont permis d'éclairer de nombreux aspects de l'histoire de ce royaume. Avant l'essor de l'Urartu, les territoires de Transcaucasie et de l'Anatolie orientale formaient une mosaïque de confédérations tribales et de cités-États. Dès les temps les plus anciens, des tribus ourites occupaient la région et fondèrent le puissant royaume du Mitanni au milieu du 2e millénaire avant notre ère. Aux côtés des Hourites, les Hittites exercèrent une influence considérable, maintenant leur domination sur les régions occidentales des hautes terres arméniennes. Avec la chute du Mitanni et l'affaiblissement de l'empire hittite à la suite de ce que l'on appelle l'effondrement de l'âge du bronze, la structure politique de la région se dégrada. Un vide du pouvoir s'installa et le centre de la région se déplaça vers l'est en direction du lac de Van. De petits États tels que Nairi, Hayassa et Ishua demeurèrent autonomes et souvent hostiles les uns envers les autres jusqu'à l'amorce d'une consolidation sous une autorité unique. La pression exercée par la Syrie poussa les élites locales à organiser la résistance et à unifier leur territoire. Le nom d'Urartu apparaît pour la première fois sous le règne du roi assyrien Salmanasar Ier, qui mena campagne dans le pays d'Uraatri. Son fils Tukulti-Ninurta Ier combattit également dans la région et se proclama roi de toutes les terres de Nairi après avoir vaincu une coalition de 43 chefs locaux. Les chroniques assyriennes mentionnent des confédérations tribales s'unissant sous le règne du roi Aram, le premier roi connu d'Urartu, qui régna vers 860 avant notre ère. L'unification s'est opérée par étapes. Les Urartiens prenaient leurs voisins pour modèle. Un État doté d'une autorité centrale forte et d'une armée avancée. Ils ont adopté de nombreuses pratiques organisationnelles. D'abord, ils développèrent un culte voué à une divinité suprême, Haldi, dont le temple devint le symbole de la nouvelle identité politique. Ensuite, le centre du pouvoir se déplaça vers la forteresse de Tushpa, qui devint la capitale administrative. La religion jouait un rôle essentiel dans la légitimation de l'autorité royale. Les rois se proclamaient aimés du dieu Haldi et les grands projets de construction étaient accompagnés d'inscriptions célébrant leur mandat divin. Sous le règne du roi Sarduri Ier, la soumission systématique des tribus voisines et la construction de fortifications commencèrent. Le relief montagneux, avec ses vallées inaccessibles, incita les Urartiens à édifier des cités-forteresses. D'une part, cela rendait difficile pour les Assyriens de les prendre d'assaut. D'autre part, le réseau de forteresses permettait une surveillance constante des mouvements ennemis. L'armée urartéenne était l'une des plus organisées de la région,
composée principalement d'infanterie et de chars de guerre. Les campagnes militaires étendirent leur territoire du lac d'Urmia jusqu'au fleuve Euphrate. Les projets d'ingénierie hydraulique, tels que les canaux d'irrigation et les réservoirs, y compris le canal de Ménois, encore utilisé de nos jours, ont assuré la stabilité de l'agriculture et l'intégration économique. Ces réalisations ont renforcé l'autorité centrale en créant une interdépendance entre la périphérie et Touchpa. Au 8e siècle avant notre ère, l'Urartu était devenu un État centralisé doté d'un système administratif bien défini. Le territoire était divisé en provinces, chacune administrée par un fonctionnaire responsable devant le roi. La collecte des impôts, la gestion des ressources et la mobilisation des troupes étaient toutes orchestrées depuis la capitale. Le royaume occupait une région stratégiquement vitale entre la mer Noire et la mer Caspienne, contrôlant les cols montagneux et les routes commerciales reliant le Caucase, la Mésopotamie et l'Anatolie. Le commerce à travers l'Urartu comprenait le fer, essentiel pour la Syrie, dépourvu de ce métal, ainsi que le bois, les colorants et les textiles, y compris la soie chinoise. L'Urartu entra dans une phase d'expansion militaire active sous le règne du roi Ménois, à la charnière des 9e et 8e siècles avant notre ère. Au cours de cette période, des campagnes régulières furent menées vers le nord, l'est et l'ouest. La guerre contre la Syrie au sud était de nature positionnelle. Des escarmouches locales alternaient avec des raids, des dévastations dans les zones frontalières et des sièges de forteresses. Ménois évitait l'affrontement direct avec les grandes armées assyriennes, préférant se concentrer sur le renforcement des lignes défensives. Les successeurs de Ménois, Argishti le Ier et Sarduri le Second, poursuivirent des politiques expansionnistes. Sous leur direction, l'Urartu atteignit l'apogée de sa puissance militaire et de son extension territoriale. Les campagnes d'Argishti visaient les tribus scythes du nord, ainsi que la Syrie et ses alliés. Au cours de cette période, l'armée urartéenne s'avança jusqu'aux abords de la capitale assyrienne, Ninive. C'est sous Argishti Ier, en 782 avant notre ère, que la forteresse d'Erebuni, l'actuelle Erevan, a été fondée. Sous Sarduri le II, l'Urartu connut un grand succès en progressant jusqu'en Commagène, une région située entre l'Euphrate et le nord-ouest de la Mésopotamie. Les souverains locaux devinrent alors les vassaux de Sarduri, offrant ainsi à l'Urartu un accès à la Méditerranée à travers leur territoire. Sarduri le II régna pendant près de 30 ans, période durant laquelle l'Assyrie connut une crise d'autorité avant de se rétablir. Au début, le roi urartéen profita de la faiblesse de l'Assyrie sous Ashur-Nirari le V. On sait peu de choses sur le règne d'Ashur-Nirari, qui dura une dizaine d'années, mais l'absence des campagnes militaires assyriennes habituelles laisse supposer qu'il était absorbé par des affaires intérieures. Une inscription de Sarduri le II affirme qu'il a vaincu Ashur-Nirari le V lors d'une bataille. Cependant, la résurgence assyrienne suivit sous Tiglath-Phalasar le III, qui rétablit la suprématie militaire. En réponse aux actions de Sarduri, le roi assyrien mena personnellement une grande campagne contre l'Urartu. Après avoir été vaincu en Commagène, Sarduri se replia sur Touchpa, que Tiglath-Phalasar assiégea sans parvenir à s'en emparer. Avant de partir, les Assyriens érigèrent une statue de leur roi devant les murailles de Touchpa, en signe de leur domination. L'armée urartéenne et ses alliés subirent de lourdes pertes. La défaite était due à l'initiative stratégique de l'Assyrie, ainsi qu'à sa supériorité en matière d'organisation, de logistique et d'équipement de combat. À cette époque, l'armée assyrienne utilisait largement des armes en fer et la cavalerie, qui étaient en train de remplacer les chars. De plus, leurs opérations de renseignement étaient efficaces. Le roi assyrien était bien informé des conditions régnant en Urartu et de la disposition de ses forces. La lutte continue contre l'Assyrie, la militarisation forcée et l'épuisement des ressources entraînèrent le déclin supplémentaire du royaume. L'Urartu ne parvint pas à nouer des alliances diplomatiques durables et demeura tributaire des succès de ses rois guerriers sur le champ de bataille. Les successeurs de Sarduri le II se révélèrent être des stratèges moins compétents. Son fils, Russa le Ier, tenta de maintenir les frontières du royaume, mais en 714 avant notre ère, il subit une défaite écrasante face au roi assyrien, Sargon le II. La campagne de Sargon contre l'Urartu marqua un tournant. L'armée de Russa fut mise en déroute,
Plusieurs forteresses tombèrent et le roi mit fin à ses jours. Cette défaite affaiblit encore davantage le potentiel militaire de l'Urartu et porta un coup sévère au moral de sa noblesse et de son armée. Parallèlement, des tribus cimériennes envahissant depuis le nord-ouest gagnèrent en influence. Ces groupes nomades pillèrent les terres urartéennes, perturbèrent les routes commerciales et sapèrent le système de défense. Les échecs militaires entraînèrent la perte des territoires périphériques et une instabilité interne croissante. L'autorité centrale s'affaiblit, favorisant l'émergence de tendances séparatistes au sein de la noblesse locale. Les soulèvements fréquents dans des régions éloignées et la loyauté déclinante des vassaux rendaient toute résistance efficace face aux ennemis extérieurs impossible. Même une nouvelle crise en Assyrie, une crise dont elle ne se relèverait pas, ne permit pas à l'Urartu de retrouver sa puissance d'antan. Sargon II fut victime d'un complot, et l'Assyrie ne lança plus les types de campagnes contre l'Urartu qui avaient tourmenté son passé. Les deux États coexistèrent relativement paisiblement pendant près d'un siècle. En Urartu, cette période fut marquée par une reprise de la construction sous le règne du roi Roussa II. Au cours de son règne de 25 ans, il fonda plusieurs villes, dont une nouvelle capitale, Roussa-Hinili, près de Touchpa. Mais la chute de son ancien voisin puissant et ennemi de longue date n'apporta pas la prospérité à l'Urartu. Au contraire, elle perdit un rempart contre un nouvel ennemi commun. En 612 avant notre ère, Ninive tomba aux mains des Mèdes, qui ne tardèrent pas à fondre sur l'Urartu, détruisant une ville après l'autre. Touchpa, qui ne s'était jamais soumise aux rois assyriens, fut prise. De plus, les Scythes et les Cimériens attaquèrent par le nord. Le pays était ravagé, l'autorité royale anéantie, et l'Urartu cessa d'exister. Sur ses ruines s'éleva plus tard l'État arménien, qui absorba une partie de l'héritage culturel et politique du royaume déchu.